on a bien avancé. On retrouve effectivement un peu toujours les mêmes mots. Mais bon, du coup, vous avez dit, ce que vous en pensiez, et là maintenant, on va, on alors peut-être on peut donner les résultats, Paulina, Oui, mais on va assez vite rapidement passer à, une vidéo, que nous avons réalisée et qui va vous expliquer en détail, qu'est-ce que, la branche famille, qu'est-ce que font les c'est CAF. parti. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les allocations familiales. Mais elles font quoi, les CAF? Les CAF, caisses d'allocation familiale, accompagnent les familles et les plus démunis dans 3 grands domaines. Elles aident les familles qui ont des enfants en leur versant des prestations financières. Aide pour la naissance, pour la garde des enfants, pour la rentrée scolaire. Elles distribuent des aides au logement pour les foyers modestes et les étudiants. Elles versent des aides de solidarité aux plus précaires. Le RSA, la prime d'activité pour les travailleurs et l'allocation aux adultes handicapés. Les CAF financent aussi des équipements de proximité comme des crèches, des centres sociaux et des centres de loisirs. Et ça touche beaucoup de personnes? Il en faut du monde pour faire tout ça. Oui, la branche famille compte plus de 35 000 salariés sur tout le territoire. Ils travaillent pour 13,5 millions d'allocataires, soit 32,7 millions de personnes concernées. 13,7 millions d'appels téléphoniques et 13 milliards de visites sur CAF.fr, le site internet des CAF. Comment je peux savoir si j'ai droit à une aide? Il faut aller sur CAF.fr. Tu peux même télécharger l'appli. Et tu sais que tu peux travailler aussi dans une CAF ou à la CNAF? Tu participes à une mission de service public qui a du sens et de fortes valeurs. Alors, quand est-ce que tu viens nous voir? Donc, après cette vidéo, donc là, on vous a présenté surtout le travail effectivement des CAF, et de la CNAF, mais on va vous parler d'un autre, endroit, qui est, accompagné en fait par les CAF. On va vous parler des centres sociaux et là, je vais laisser la parole à Julie Taon qui va se présenter et vous parler des centres sociaux. Oui, merci Catherine. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Julie Tamon. Je travaille à la CAF de la Loire et je travaille dans un centre social en gestion directe de la CAF. Donc c'est un petit peu atypique. Il y en a pas beaucoup des centres sociaux gérés directement par les CAF, mais chez nous, c'est le cas. Donc je suis là pour vous présenter un petit peu ce que c'est que les centres sociaux et je crois qu'on démarre, Paulina, par une petite vidéo. Tout à fait. La première activité que j'ai faite avec le centre social, j'avais 13-14 ans, donc c'était pour faire une sortie au cinéma. Ça nous a permis de connaître ce centre qui commençait à se développer. Avant que le centre social soit là, il n'y avait rien à faire au quartier, hein. Bon, on jouait au foot, on restait entre nous, mais à part ça, pas d'activité concrète, on sortait jamais du quartier. Par ces simples sorties, en fait, ça m'a donné envie d'en voir encore plus. Ça m'a donné, oui, ce goût-là du voyage. À partir de mes 17 ans, ce centre m'a proposé de passer mon BAFA et de travailler directement en tant qu'animateur au centre. Avoir cette posture professionnelle à 17 ans, travailler à 17 ans, c'est pas évident, c'est pas facile, mais le centre social m'a donné cette chance. Et donc j'ai pu au fur et à mesure adopter certains codes du monde professionnel. Alors le centre social m'a conduit à développer des savoir-être, être ponctuel, être assidu, toutes ces choses-là qui sont indispensables. Ça m'a permis de financer mes études. J'ai étudié sur Marseille, donc j'avais un appart à payer. Le fait de travailler au centre, les petites vacances, ça m'aidait un peu. Au départ, je voyais seulement l'intérêt financier. Puis quelques années plus tard, je me suis rendu compte que cette expérience-là m'apporterait beaucoup dans ma future profession d'enseignant, c'est-à-dire de connaître les adolescents, leur mode de fonctionnement, comment leur parler, comment les écouter. Et ces choses-là, je ne les ai jamais apprises dans ma formation universitaire.
Voilà, du coup, vous avez pu, voir cette petite vidéo qui nous montre à voir. Ceux qui n'ont pas pu la voir, je vous invite fortement à cliquer sur le lien peut-être après notre temps d'échange, parce que du coup, c'était intéressant d'entendre ce jeune homme parler de son expérience, dans les centres sociaux. Et du coup, là, moi, je suis là pour vous parler un petit peu donc des centres sociaux et des centres sociaux, CAF. Alors initialement, il y en avait beaucoup des centres sociaux comme le mien, gérés par les CAF directement, puisque la première re ambition, historiquement, c'était, de créer dans les quartiers, dans les territoires, des espèces de mini CAF qui rendraient des services aux habitants et en tout cas les aideraient dans leurs démarches administratives. Donc là, on était au tout début, de la mise en œuvre des CAF, années 50-60. Le centre social pour lequel je travaille, il est basé à Saint-Étienne et il date de 1966. Donc on est vraiment au cœur de cette histoire-là, nous, dans la Loire. Et puis petit à petit, les centres sociaux se sont développés, et se sont développés autrement qu'en gestion directe. Donc il y a eu des centres sociaux gérés par, les villes, il y en a encore, quelques-uns dans notre département et ailleurs en France, qui sont gérés directement par des municipalités et puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sont développés, dans la le monde associatif et ce sont des habitants au local qui se sont rassemblés et qui ont mutualisé leurs compétences pour, créer des espaces qui sont devenus centres sociaux. Donc qu'est-ce que c'est concrètement un centre social? C'est des services aux familles, donc notamment, on l'a vu, des centres de loisirs, des crèches, des activités enfants et parents, des ateliers numériques et puis c'est aussi un endroit où on va pouvoir réaliser des projets, proposer des sorties culturelles, monter des spectacles, arriver avec une idée, et la voir, se concrétiser. Des idées toutes simples, récolter des jouets, les offrir à des enfants, voilà, des petites choses, toutes simples et puis parfois plus ambitieuses, une fête de quartier, une pièce de théâtre et cetera. Les centres sociaux, ils sont tous, gérés de la même façon aujourd'hui. Ils sont dépendants d'un agrément. Donc tous les centres sociaux déposent un projet social qui va montrer, en quoi ils sont, un espace de service aux familles et un espace d'animation de la vie locale et cet agrément, il est, donné par les CAF et les autres financeurs, donc notamment les départements, l'État, les villes, les communes également, en direct et donc le collectif de financeurs, et en tête de réseau la CAF, va donner cet agrément. C'est le cas pour l'ensemble des centres sociaux sur le territoire, qu'ils soient en gestion directe CAF, comme le mien, associatifs ou dans les gérés par des communes. Voilà. Donc sur les centres sociaux, vous trouverez plein, plein de choses, à votre disposition. Donc on va peut-être, passer une autre petite vidéo, Julie, qui va résumer donc, je te laisse Paulina nous faire passer cette vidéo qui va reprendre un petit peu tout ce que tu viens de nous dire. Oui, j'espère, que la le son fonctionnera mieux cette fois-ci puisqu'il y avait un lycée qui avait du mal à entendre effectivement la vidéo. Je, mets tout au maximum. Les centres sociaux, ça ne date pas d'hier. Il y a 90 ans, on s'organisait comme ça ou comme ça. C'était déjà une bonne idée. Depuis, la société a beaucoup évolué, mais nos valeurs, dignité, démocratie et solidarité sont plus que jamais d'actualité. Bien. Rappelons donc comment ça se passe dans un centre social. Des gens viennent souvent pour des services ou des activités. Au passage, ils en profitent pour raconter qu'ils sont préoccupés par la discrimination ou la précarité. Là, des problèmes de logement ou même d'environnement. Ici, des personnes âgées isolées. Ou encore là, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. Autant de situations à la ville, autant de cas différents à la campagne. À portée de main et des yeux, cela touche tous les milieux. Oui, il y a de quoi s'indigner. À tous ces cas concrets, le centre social offre une oreille attentive. Un endroit où habitants, bénévoles et salariés peuvent s'exprimer, débattre et échanger. Mais comment rendre la vie plus facile dans le quartier? Des personnes âgées pourraient garder les enfants pendant que les parents sont absents. En échange, on les accompagnerait chez le médecin, on leur donnerait un petit coup de main.
Ramasser tous ensemble les fruits de ce verger, faire des confitures et tout redistribuer, ça éviterait de gaspiller. Et si on réparait les vélos usagés plutôt que de les jeter? On pourrait les louer et permettre à tous de bien mieux circuler. Et contre ce bailleur peu scrupuleux, le mieux serait d'être très nombreux. Mobiliser les locataires et leurs voisins pour faire entendre leur voix et faire valoir leurs droits. Et s'il le faut vraiment, le centre social fera l'intermédiaire avec des experts ou même avec monsieur le maire. Alors, comme on le disait, la société a bien changé. Elle s'est complexifiée, apparaissent de nouvelles difficultés, ici, là. Comment évoluer pour être plus efficace, pour être plus utile? Ce n'est pas tous les jours facile. Comment défendre ensemble un quotidien solidaire et encore plus citoyen? Imaginons des interventions pas spectaculaires, mais indispensables, pas forcément mondiales, et surtout très locales. Faisons du centre social un lieu où on imagine plus que des services et des activités, où on peut mettre en place des solutions avec parfois des partenaires et des associations. En 2 mots, renforçons le pouvoir d'agir des habitants, soyons acteurs sur notre territoire, ici, là et encore là, partout où nous pouvons. Pensons le centre social nouvelle génération comme un véritable moyen d'action. Alors, action? Merci beaucoup pour ce petit film. Donc, nous voyons qu'effectivement, un centre social, c'est un endroit où on trouve ensemble des solutions pour faire vivre la démocratie. Mais c'est aussi un endroit où on trouve des personnes qui sont vraiment très utiles et très importantes pour les jeunes. Et c'est Ségolène qui va nous en parler et qui va se présenter. Donc, c'est les promeneurs du net. Nous allons vous parler des promeneurs du net. À toi, Ségolène. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc moi je suis Ségolène Dary, je travaille à la CNAF, donc la Caisse nationale des allocations familiales, qui est basée à Paris et je suis en charge, de la politique, jeunesse des CAF, donc toutes les actions, qui s'adressent aux jeunes adolescents et jeunes adultes, donc âgés de 12 à 25 ans. Je vais vous présenter effectivement le dispositif des promeneurs du net, et avant, de vous en dire plus, je vous propose de visionner une vidéo. 80% des jeunes de 11 à 17 ans utilisent Internet depuis leur portable ou ordinateur. Facebook, Instagram ou Snapchat, autant de moyens pour communiquer et échanger. Certes, le web c'est chouette, mais il n'apporte pas toutes les réponses aux interrogations sur l'orientation scolaire, les difficultés sociales, familiales, sans oublier les risques de harcèlement ou de radicalisation. Pour aller à la rencontre des jeunes et les accompagner dans les méandres du web, les caisses d'allocation familiale et leurs partenaires soutiennent les promeneurs du net. Dans la pratique, les promeneurs du net sont des éducateurs ou animateurs qui, en plus de leur travail sur le terrain, sont présents sur les réseaux sociaux, les forums ou les blogs. Clairement identifiés, ils peuvent devenir amis avec des jeunes sur Facebook, répondre à des commentaires ou participer à des chats. Les promeneurs apportent ainsi une écoute, des conseils et un accompagnement qui se prolonge dans la vraie vie. Cela leur permet également de soutenir la réalisation de projets initiés par les jeunes. Les promeneurs du net sont présents dans plusieurs départements et leur nombre ne cesse de se développer. Bref, les promeneurs du net, ça marche. Voilà, donc comme, vous l'avez vu dans la vidéo, effectivement, le constat de départ, c'est que, les jeunes sont massivement présents sur les réseaux sociaux, sur internet et que, même si, on développe, voilà, des centres sociaux, des structures qui sont, sur le terrain pour accompagner, les jeunes, en présentiel, il y a aussi une nécessité, d'investir, les réseaux sociaux, les espaces numériques qui sont, des espaces, voilà, de sociabilisation très importants, pour les jeunes. Donc c'est à ça que servent les promeneurs du net. Donc vous l'avez vu dans la vidéo, les promeneurs du net, donc ce sont des animateurs, des éducateurs, enfin des professionnels qui sont, au contact des jeunes au quotidien et qui vont, créer des profils sur les réseaux sociaux où sont présents les jeunes. Donc ça va être, Instagram, Snapchat, enfin tous les réseaux sociaux que vous pouvez, utiliser, au quotidien. Et l'objectif en fait, de ces promeneurs du net, c'est de pouvoir donner accès aux jeunes plus facilement à, une aide, un accompagnement
en étant présent en ligne. Ça permet voilà, à des jeunes de contacter beaucoup plus facilement un éducateur ou un animateur en cas de question, en cas de difficulté. Par exemple, voilà, si vous recherchez un stage ou si vous avez besoin qu'on vous aide dans la rédaction d'un CV, par exemple, vous pouvez demander l'aide d'un promeneur du net. Si vous avez un projet que vous voulez concrétiser, vous avez l'idée, je ne sais pas, de monter un festival dans votre ville et vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez contacter un promeneur du net. Enfin, en somme, les promeneurs du net sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Euh, la chose importante à dire, c'est que ces professionnels, ils sont pas présents sur les réseaux sociaux pour surveiller les jeunes. Bien au contraire, ils sont là pour les aider, les accompagner. Ils jouent vraiment un rôle de veille, pour, voilà, vous permettre, d'accéder finalement à une aide quand vous en avez besoin. Par exemple, pendant le 1er confinement, vous vous rappelez que voilà, toutes les structures, que vous fréquentiez habituellement, les centres sociaux, les maisons de quartier, les services jeunesse étaient fermés et les promeneurs du net, eux, sont restés connectés en ligne, ont continué à accompagner, les jeunes, ont continué à faire, voilà, du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, à dialoguer avec les jeunes au quotidien et à maintenir du lien. Donc, c'est un dispositif qui est vraiment pensé heu, pour les jeunes et je vous invite, si vous ne connaissez pas le dispositif, à aller sur le site internet du dispositif Promeneurs du Net pour en savoir plus et consulter l'annuaire, puisque il y a un annuaire national qui recense tous les professionnels promeneurs du net. Ils sont maintenant bientôt 3000 sur l'ensemble de la France. Donc, vous avez forcément un promeneur du net près de chez vous. Donc, je vous invite voilà, à vous rendre sur le site internet. Je mettrai le lien du site dans la conversation de la réunion. Merci beaucoup Ségolène. Du coup, bah, pour voir si vous avez bien compris ce que Ségolène vient de nous expliquer, on va vous refaire un petit quiz. Donc, reprenez vos smartphones, reprenez l'application Klaxoon et on va vous poser une petite question pour savoir si vous avez bien compris ce qu'était un promeneur du net. Donc, je vais laisser Paulina nous mettre en Oui, c'est visuel. parti. Impeccable. Donc, selon vous, la mission principale des promeneurs du net, c'est quoi? Est-ce que c'est, petit a, surveiller les jeunes sur Internet pour qu'ils ne fassent pas n'importe quoi? Petit b, répondre aux questions des jeunes et les accompagner dans leur quotidien? Petit c, aider les jeunes à devenir des youtubeurs? Donc, Alors, j'ai l'écran, j'espère que tout le monde a l'écran. Et effectivement, la voilà. plupart des personnes ont répondu juste la réponse B. C'est effectivement la mission d'un promeneur du net, c'est de répondre aux questions des jeunes et de les accompagner dans leur quotidien. Non, ça n'est pas surveiller les jeunes sur Internet, ni les aider à devenir youtubeurs, même si ça peut être des velléités. Donc là, on vous a parlé des promeneurs du net, qui est déjà qui est une belle notion d'engagement. Et Alessandra Soleillac va nous parler maintenant de deux dispositifs, le dispositif des BAFA et le dispositif du service civique, qui va vous montrer donc effectivement la branche famille est aussi très, très engagée pour les jeunes. Donc, à toi, Alessandra. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Alessandra Soleillac, conseillère politique enfance-jeunesse à la CNAF, donc à la Caisse nationale d'allocation familiale, comme Ségolène précédemment. Et donc, effectivement, au niveau de ce qu'on appelle la branche famille, hein, la CAF et les CNAF, on finance des dispositifs qui favorisent l'engagement des jeunes et tout ce qui va permettre de gagner en autonomie et apprendre, voilà, apprendre un certain nombre d'aptitudes, de capacités, ce qui est le cas du BAFA, du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour lequel on a une petite vidéo d'introduction.
Donc voilà, donc c'était une petite présentation pour vous donner en gros les grands éléments, hein, du BAFA. C'est-à-dire que c'est effectivement un diplôme, alors qui n'est pas professionnel, mais qui est un diplôme de l'animation volontaire. Et ça, c'est important de le rappeler parce que, il y a par ailleurs, hein, des diplômes, professionnels de l'animation. Et donc ça permet de préparer effectivement à l'animation, de groupes d'enfants et de jeunes, de 3 à 17 ans. Alors de façon occasionnelle, donc il faut que ce soit moins de 80 jours par an. Et ça permet donc d'apprendre à travailler en équipe, s'ouvrir aux autres, et à organiser et préparer des activités, dans un cadre de solidarité, et d'intérêt général. C'est donc, délivré un diplôme délivré par l'État, hein. Le BAFA, c'est un diplôme d'État. Et c'est souvent une première expérience, une première approche du milieu professionnel, même si ça reste un diplôme volontaire, hein, mais ça permet, de découvrir, comment, effectivement on peut, avoir une première expérience. On renforce des savoir-faire, des savoir-être, et ça permet aussi, d'être valorisé dans le cadre de Parcoursup. Hein, dans le cadre de Parcoursup, on a effectivement une rubrique qui permet de dire qu'on a le BAFA et souvent, dans l'entrée dans certaines formations ou même, quand on entre en apprentissage, un employeur, il va être intéressé par le fait que, des jeunes ont le BAFA, et ont déjà donc cette première expérience de travail en collectif. Cette formation, elle se déroule, donc en 3 étapes. Il y a donc une formation générale qui dure 8 jours, où on est, sans les enfants, mais, on se prépare à, encadrer. Un stage pratique de 14 jours et puis un approfondissement ou une qualification qui dure de 6 à 8 jours. On com Pour rentrer en formation et ça c'est nouveau et c'est important de le préciser, on peut maintenant démarrer son BAFA à partir de 16 ans, depuis le mois d'octobre. Avant c'était 17 ans et depuis le mois d'octobre, c'est une entrée à partir de 16 ans. Et donc même avant vos 16 ans, donc 3 mois avant, vous pouvez vous inscrire sur le site, du ministère. Donc vous allez retrouver les liens, on va vous les remettre dans le fil de discussion. Et vous pouvez trouver des aides, pour passer ce BAFA. Alors il y a une aide des CAF, hein, qui est pour tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit le profil, sans condition de ressources, comme vous l'avez vu dans la vidéo, hein, de 91 €, ou un peu plus si vous faites, un approfondissement petite enfance. Et puis après, il y a une série d'aides possibles, parfois par votre commune, par le conseil régional et ou le conseil départemental. Les comités d'entreprise, si, vos parents, ont des comités d'entreprise, mais aussi des aides de Pôle emploi et depuis peu, il y a aussi la possibilité, si on rentre dans le cadre d'un service civique et je vais y revenir après, de bénéficier d'une aide complémentaire. Et puis on peut poursuivre ensuite avec le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur, hein, qui permet d'encadrer en tant que directeur. C'est une belle expérience, c'est intéressant, moi je suis un pur produit du BAFA. Et ça amène, à tout un tas de fonctions, donc je vous invite très fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait ou n'êtes pas encore engagé, à passer le BAFA. Voilà. Merci beaucoup Alessandra, tu nous as tous donné envie de le passer. Effectivement, le pur produit, est un beau produit. Donc on a 3 questions à vous poser. Donc le BAFA, donc pour voir si, effectivement vous avez bien entendu. Le BAFA est un diplôme professionnel. Il faut être majeur pour commencer le BAFA, où on dispose de 30 mois pour effectuer les 3 étapes du BAFA. 3 propositions, En une sachant que j'ai réponse j'ai oublié une correcte. petite chose tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a effectivement des délais, hein, à respecter, dans le cadre de ce cursus, et donc des fois, dans l'organisation, il faut prévoir et anticiper, le passage de ces sessions, qui sont effectivement timées et qui peuvent être parfois complexes une fois qu'on a passé le bac. Donc il faut effectivement, Paulina, anticiper on ce ne voit passage. Solène, tu vois Ouais, les, très bien. réponses à l'écran? Très bien. Eh bien, effectivement, c'est tout à fait ça. Alors, il y avait effectivement une partie qui a répondu que c'est un diplôme professionnel. Non, c'est un diplôme vraiment de l'animation volontaire, hein, donc je le rappelle, parce que parfois il y a confusion sur le terrain et on dispose bien de 30 mois pour effectuer les 3 étapes du BAFA, en sachant qu'entre la première et la deuxième, il y a 18 mois,
maximum. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut prévoir d'anticiper. Très bien, bien répondu. Donc le deuxième type d'engagement pour lequel, les CAF se mobilisent, c'est le service civique, dont vous avez peut-être entendu parler, pour lequel il y a une petite vidéo également. C'est là que j'ai vu qu'on pouvait trouver sa voie. C'est là qu'en gagnant sa confiance, j'ai gagné en assurance. C'est là que je me suis tournée vers les autres, tout en restant fidèle à moi-même. C'est là que l'aider à avancer m'a fait grandir. C'est là que j'ai donné plus de sens à mon action. C'est là que ma place est devenue décisive. C'est là que son regard a changé ma vision du monde. C'est là que j'ai choisi de m'engager avec le service civique. Alors voilà, donc le service civique, pourquoi on vous parle du service civique, du côté de la branche famille? C'est parce que, on va y revenir après, on est assez impliqué dans le service civique, parce que pour la branche famille et pour, tout un tas d'autres organisations, c'est effectivement accompagner un engagement volontaire, qui se déroule sous la forme d'une mission, qui peut être entre 6 et 12 mois, et qui a une durée en général sur une semaine de 24 mois en moyenne, 24 heures en moyenne. Ça c'est destiné à des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour, des jeunes qui peuvent être en situation de handicap et on peut réaliser ces missions aussi au sein d'associations, des fédérations par exemple, d'éducation populaire, des ONG, de fondations, de mairies, de conseils généraux, d'hôpitaux, de musées donc voilà, c'est assez divers, ça peut être aussi des écoles, des préfectures et ça peut être en France, mais aussi à l'étranger. Il y a 10 domaines d'action possibles. Alors ça peut être des missions autour de la solidarité, de l'environnement, du sport, de la culture, de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'aide humanitaire. C'est sans condition de diplôme, donc c'est vraiment destiné à tout type de jeunes avec, tout type de profil et c'est indemnisé à hauteur de 600 € par mois. Donc c'est une indemnité, qui est versée, chaque mois aux volontaires. Heu, Ça présente des avantages, les volontaires vont pouvoir bénéficier lors de leur mission d'un accompagnement personnalisé par un tuteur, qui est souvent dans la structure d'accueil. Qui va lui permettre de l'accompagner sur la réalisation de la mission, mais aussi pour définir un projet d'avenir, pour la suite, d'une formation civique et citoyenne, et d'une formation, pratique aux premiers secours, le PSC1, que peut-être certains d'entre vous, ont déjà passé. On bénéficie aussi d'une couverture sociale complète, avec une prise en charge des dépenses de santé, de maladie, de maternité. Il y a des jours de congé, donc 2 par mois, une carte de service civique. Il y a des aides qui se cumulent pour des personnes qui auraient, par exemple, des aides au logement, ou des aides, pour, des situations de handicap et comme je le disais tout à l'heure, depuis peu, on peut bénéficier d'une réduction de 100 € pour passer le BAFA ou le BFD, à la suite donc de son service civique. Et puis ça permet, depuis peu aussi d'acquérir des crédits, pour des heures de formation sur le contrat d'engagement citoyen, et donc ça permet effectivement de pouvoir faire des formations après. C'est possible, de le passer dans les CAF, de le faire dans les CAF, de le réaliser dans les CAF et je vous laisse, voir la petite vidéo de la CAF de Vendée.
Alors, comme vous avez pu le voir, donc la cave de Vendée fait partie des nombreuses caves qui accueillent donc des jeunes en mission de service civique. C'est des missions au sein des caves de 8 mois, avec des durées de 24 à 28 heures par semaine. On ne prend que des jeunes qui ont 18 ans, du fait de la mission, puisque voilà, c'est quand même un rôle important auprès des allocataires. Donc, on a, nous, les principales missions dans les CAF, c'est d'accompagner les allocataires dans l'accès aux droits, donc dans l'information et la communication. Donc, dans les accueils des CAF, il y a donc des services civiques qui peuvent accompagner les allocataires dans la prise en main, par exemple, de l'espace numérique. Et puis surtout dans la facilitation, administrative. Et puis on a quelques autres missions, qui sont, des missions autour de l'accès aux vacances et aux loisirs des enfants et des jeunes, de l'accompagnement à la scolarité ou des ambassadeurs promeneurs du net que vous a présenté tout à l'heure Ségolène. Donc voilà, donc vous pouvez vous rapprocher ou regarder sur internet, certaines caves comme vous avez pu voir, celle de Vendée, propose donc ces missions, à plusieurs reprises, dans l'année. C'est intéressant le service civique parce que ça permet, de comme le BAFA, mais de manière quand même plus, conséquente, d'approcher, un milieu professionnel, de tester aussi, par exemple de voir si certains métiers ou certaines, missions peuvent vous intéresser et pareil, ça permet aussi, d'être valorisé dans un parcours, d'orientation, dans un parcours professionnel. Donc, on va vous remettre, les liens aussi, vers le site du service civique où vous pouvez trouver tout un tas de missions, qui peuvent vous convenir et puis les sites des CAF. Donc n'hésitez pas, c'est intéressant de pouvoir, voilà, faire ce service civique. On a un petit quiz. Donc une seule réponse est fausse dans ce qu'on va vous proposer. Donc, dans le cadre du service civique, on bénéficie d'une protection sociale. Il faut posséder un diplôme ou des compétences spécifiques pour faire un service civique et on est formé pendant le service civique. Il y a une seule réponse qui est fausse. Je laisse le petit, klaxon se mettre en place. Donc, et oui, tout à fait. Il ne faut pas posséder donc de diplôme ou de compétences particulières. Tout jeune qui souhaite, entre 16 et 25 ans, exercer une mission de service civique peut le faire, et je vous invite fortement à le faire, tout comme le BAFA, si vous avez, effectivement, le souhait de soit sur une période de césure, ça peut effectivement être, intéressant, soit pour valider ou vérifier, que le domaine dans lequel vous avez envie de vous engager, est bien celui-là. Donc voilà, merci. Eh bien, merci beaucoup Alessandra. Tu nous as montré que, bah, tous les jeunes, quel que soit leur âge, leurs compétences, peuvent s'engager grâce à la branche famille, grâce au CAF, avec le BAFA et le service civique. Mais là, on va rentrer sur des aides, un accompagnement, une aide plus prestation qui va pouvoir, vous être offert et Mireille Contreras-Martinez va vous parler des aides au logement, parce que vous avez peut-être, un appartement, vous allez, vous loger et comment, la CAF peut-elle vous aider? Mireille va vous le dire. Voilà, tout à fait. Merci Catherine. Bonjour à tous. Donc je suis, Mireille Contreras, conseillère, politique et familiale, en charge du logement au sein de la Caisse nationale d'allocation familiale et je vais vous présenter également, voilà, la prestation légale que nous versons à peu près, plus, de 6 millions de bénéficiaires, donc l'aide au logement. Une prestation qui va pouvoir vous intéresser, si vous souhaitez, si vous avez, dans votre projet de vie, voilà des motifs, de quitter, la résidence de vos parents, pour, par exemple, effectuer des études. Donc, vous avez, différents logements qui vont, vous être présentés et en fonction de votre situation, qui vont correspondre à votre budget. Donc, vous avez les résidences universitaires, vous pouvez vous mettre en colocation, vous pouvez loger chez un particulier. La cohabitation intergénérationnelle, c'est, la possibilité en fait, d'aller résider avec une personne qui est âgée de plus de 60 ans.
un foyer également ou un appartement meublé ou non. Voilà, donc en fonction de votre budget, vous ferez vos choix de logement et à partir de ce moment-là, vous devrez engager des démarches auprès de la CAF de dépôt d'une demande d'aide au logement. Donc pour cela, vous devez occuper le logement, avoir un contrat de bail à votre nom et payer tous les mois un loyer pour réduire en fait ces frais de logement. Tout en sachant donc que votre statut, si vous êtes étudiant, permet justement l'attribution de ce droit. Il n'est pas sans faille de savoir qu'il y a plusieurs informations qui vont rentrer en fait en ligne de mire sur le calcul de vos droits à l'aide au logement. Donc, en tant qu'étudiant, vous n'avez pas de conditions de ressources, mais vous devez vous assurer d'avoir les conditions en fait requises pour avoir droit à cette aide. Donc, c'est l'occupation effective de ce logement que vous allez nommer votre résidence principale, malgré l'attachement que vous avez pour la résidence de vos parents. Vous devez payer un loyer ou une redevance. Vous devez être étudiant, boursier ou non. Lorsqu'on parle d'étudiant à la CAF, on ne parle pas de quelqu'un qui est apprenti ou salarié avec un contrat de professionnalisation. Dans ce cadre-là, vous rentrez en fait dans le statut des salariés. Si vous exercez une activité professionnelle ou pas, ça n'empêche pas, voilà, le calcul de votre droit. Vous allez avoir donc moins de 28 ans, donc on a quand même aujourd'hui un public assez jeune et vous devez poursuivre vos études, avoir ce contrat de bail à votre nom et ne pas avoir de lien de parenté avec le propriétaire du logement. Donc ça, c'est important parce que voilà, c'est une des conditions requises pour avoir ce droit à l'aide au logement. Ensuite, à partir du moment où vous remplissez toutes ces conditions, donc vous allez déposer une demande d'aide au logement. Mais attention, lorsque vous déposez une demande d'aide au logement, vous ne pouvez pas être ce qu'on appelle allocataire, c'est-à-dire bénéficiaire d'une aide au logement, et que vos parents, en même temps, perçoivent les prestations en votre faveur. Donc, vous allez devoir faire une simulation de vos droits, à savoir que si la perception des prestations par vos parents est plus favorable, peut-être renoncer au dépôt de cette demande. Pour cela, je vous invite à vous connecter sur le site de la CAF. Vous aurez une simulation en direct pour savoir quel sera le droit qui vous sera calculé en fonction du logement que vous avez choisi. Et si il est plus favorable pour vous de rester sur le dossier de vos parents, voilà, sachez qu'il ne faut pas à ce moment-là engager le dépôt d'une demande d'aide au logement. C'est un choix à faire de votre côté. Également, vous pouvez faire la simulation, déposer la demande directement en ligne sur le site de la CAF.fr et donc de ce fait, bénéficier de l'aide à partir du moment Sur où un vous avez focus engagé sur les le foyer démarches. des jeunes travailleurs, puisque c'est Merci. aussi une possibilité de faire, de se loger de manière plus simple et plus facile. Donc, merci Ségolène. Excusez-moi pour le Merci Catherine. Alors effectivement, en complément de ce que vous a expliqué Mireille, moi je vais vous présenter une solution de logement qui est dédiée aux jeunes, au public des 16-25 ans spécifiquement, qui s'appelle les foyers de jeunes travailleurs ou les résidences habitat jeunes. Elles ont parfois ces deux noms en fonction des territoires. Alors, qu'est-ce que sont les FJT ou les résidences habitat jeunes? Donc, ce sont des résidences qui logent spécifiquement des jeunes de façon temporaire, donc des jeunes qui s'insèrent sur le marché de l'emploi, donc qui sont soit déjà en emploi, déjà salariés, ou bien qui sont en recherche d'emploi ou en formation professionnelle. Les FJT proposent en fait à ces jeunes de se loger pendant quelques mois, voire parfois 1 à 2 ans, dans des petits logements, donc plutôt des studios ou des petits appartements. Certaines résidences aussi, certains FJT louent des logements en dehors de la résidence. Parfois, ils proposent aussi des appartements en colocation.
Donc quel est l'intérêt, pour, des publics jeunes de se loger dans des FJT ou dans des résidences habitat jeunes? Bah, il y en a plusieurs. D'abord, c'est que ces résidences, elles proposent des loyers ou des redevances. Donc la redevance, c'est le loyer plus les charges, donc des redevances, très modérées, puisque, les redevances dans les FJT sont encadrées, quel que soit le territoire. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça ne dépasse jamais les 400 € et puis, comme vous l'expliquait Mireille, quand vous êtes logé en FJT, vous pouvez bénéficier de l'APL, donc ça vous donne accès à des redevances, à des loyers très modérés. C'est le premier avantage. Ensuite, dans ces structures, les jeunes qui sont souvent donc des jeunes qui quittent le logement, de leurs parents pour la première fois, ce qui peut être un peu, difficile ou impressionnant la première fois qu'on vit, seul, qu'on quitte le foyer de ses parents, et bien, vous avez dans ces structures-là, dans les FJT, des animateurs et des éducateurs qui sont là pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches du quotidien. Donc ça peut être, trouver un logement, plus pérenne, un logement autonome, puisque comme je l'expliquais, les FJT sont des solutions de logement temporaires. Les équipes aussi dans les FJT, vous accompagnent pour, dans vos recherches d'emploi, et dans vos démarches de santé, par exemple. Enfin, dans toutes les questions qui peuvent se poser à vous, dans votre quotidien. Et puis ces équipes aussi, elles, sont chargées d'animer, la vie collective, dans ces résidences, puisque donc ce sont des résidences qui accueillent, uniquement des jeunes et donc elles proposent, voilà, au public, accueilli de pouvoir, organiser, de se pouvoir organiser des projets citoyens, ou, organiser des temps collectifs, des temps conviviaux collectifs, des repas communs et cetera. Et dernier avantage, de ces résidences, c'est que, les FJT, accueillent donc des jeunes qui viennent de différents horizons et donc proposent une forme de mixité dans ces structures qui peut être, vraiment extrêmement enrichissante puisque, voilà, les jeunes viennent d'un peu partout et ils ont des statuts très différents, qu'ils soient salariés, en recherche d'emploi, comme je l'expliquais. Alors comment on peut, obtenir un logement dans un FJT? Alors pour savoir, comment faire vos démarches, déjà la première chose, c'est de vous rendre, dans votre, mairie, de vous renseigner auprès de voilà, de votre mairie pour avoir de l'information sur les FJT qui offrent des logements. Et je le rappelle, donc ce sont éligibles à ces structures, tous les jeunes qui sont, actifs, qui ont entre 16 et 25 ans, voire parfois jusqu'à 30 ans aussi, et qui ont besoin d'un logement. Donc, voilà, les jeunes salariés, quelle que soit la nature du contrat, en CDD, en CDI, en intérim, en stage, les apprentis aussi sont, éligibles. Donc, voilà, si vous, avez, envie de, voilà, trouver un logement, quitter le logement, familial, dans les prochains mois, je vous invite à vous renseigner sur les FJT, les résidences habitat jeunes, qui sont particulièrement adaptées au public jeune.